Et j'ai le plaisir de recevoir Yasmine Yamaren. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Midipil. Alors, c'est une société de transport et de logistique spécialisée dans la gestion du tout dernier kilomètre. Vous l'avez fondée il y a 2 ans. C'est ça. La livraison du dernier kilomètre, c'est sans doute l'un des enjeux les plus compliqués en matière de logistique. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous attaquer à ce créneau ? Un vrai regard de consommatrice. Sincèrement, en plein Covid, à me faire livrer quotidiennement, forcément, comme beaucoup de Français. Et j'ai eu un regard assez critique en me disant que ce moment, je ne le trouvais pas forcément agréable. Et je voulais comprendre pourquoi, en fait. Et je me suis rendu compte que derrière ce pourquoi, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et j'ai eu envie de chambouler tout ça. Mais alors moi, je me fais les mêmes réflexions que vous dans ma cuisine ou quand je me fais livrer mes courses. Mais pour autant, je n'ai pas fondé ma société de logistique, vous voyez. Donc vous aviez une expérience, vous aviez envie d'entreprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, j'ai travaillé un peu moins de 10 ans en supply chain. Alors pas du tout côté transport. Mais la première fois de ma vie que je suis rentrée dans un entrepôt, j'ai eu un coup de cœur. Et en fait, je me suis dit... Le consommateur est super content d'avoir son produit, mais il ne se rend pas compte qu'il y a un truc incroyable qui se passe avant. Et j'avais envie de faire partie de ça. Et 10 ans côté supply chain, côté plutôt financier, approvisionnement, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de limite. Moi, je suis pour être autodidacte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que moi, je me limite. Donc, je me suis dit, allez, go, on y va. Quel était le majeur problème que vous avez identifié ? Parce que vous me dites qu'il y avait plein de choses qui se passaient et qui n'allaient pas, finalement. Quel était ce majeur problème que vous avez identifié au départ ? Le premier problème, c'est de me dire, en fait, si ce moment, il n'est pas agréable, c'est qu'en fait, on a des gens qui n'ont pas conscience de leur responsabilité. C'est une expérience client. Et pourquoi ils n'en ont pas conscience ? En fait, ils n'en ont pas confiance parce que c'est un métier qu'on ne qualifie pas. Et si à un moment donné, on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens l'importance de ce qu'ils font, de comment le faire, comment on peut leur demander de le faire correctement. Déjà, pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de me dire, il n'y a que des hommes. En face, il y a un vrai problème de pénurie en France dans le milieu de la livraison. Souvent, les entrepôts sont en banlieue et en zone rurale, là où les femmes souffrent le plus de précarité. Pourquoi ces deux problématiques, on ne peut pas les rencontrer et créer une solution et finalement proposer aux femmes ce métier-là ? Et puis aussi l'engagement écologique que je pouvais avoir. Pourquoi ça ne s'accélère pas ? Pourquoi ça ne va pas plus vite ? Et je me suis dit, mais il n'y a pas de souci. On va y aller et on va essayer de régler tous ces problèmes. Bon, hyper ambitieux. Ça représente la logistique 10% du PIB français. Ouais. Mais pourquoi pas moi ? C'est pas grave, on y va. Donc vous y allez. Et donc vous commencez par vous attaquer à justement ce moment qui est le moment où finalement le livreur frappe à la porte ou sonne à la porte de la personne chez qui il doit livrer. Et vous dites en fait finalement c'est le représentant de la marque à ce moment-là. Et pourtant, ce sont les employés de Midipil, pas de l'expéditeur final. Donc comment est-ce que vous arrivez à leur faire prendre conscience qu'ils représentent la marque aujourd'hui ? On les forme sur la sécurité, parce qu'ils ont une vraie responsabilité, ils sont sur les routes au quotidien. On les forme sur l'expérience client. On les forme sur la compréhension de la technologie qu'on leur met en place pour bien travailler. On les suit. On ne fait pas un management macro. Souvent dans la logistique, je trouve qu'il y a un management macro. On regarde les résultats dans son ensemble, mais on ne prend pas le temps de challenger chaque individu. Je pense que ça, c'est ce qu'on fait le mieux. Et on fait en sorte que les gens se sentent bien chez nous. Souvent, ce qui se passe, c'est que les marques qui travaillent pour un transporteur sont plus rattachées à la marque à laquelle ils livrent. Moi, je suis super content quand mes livreurs portent les manteaux Midipil et disent qu'ils sont fiers d'être Midipil. C'est que finalement, on a réussi ce pari-là. Et c'est vraiment dans l'accompagnement. Ça peut paraître bateau, mais finalement, quand il y en a aussi peu qui le font dans le secteur, c'est que c'est pas si bateau que ça. Je pense qu'il faut prendre cette responsabilité, il faut prendre le temps. Et quand je vois que nos KPI sont bons, que nos clients nous donnent encore plus de responsabilités. Là, on est en train de s'étendre au premier kilomètre, c'est-à-dire c'est de la livraison en poids lourd B2B. On va finir par faire de l'entreposage. Et ça vient des clients, c'est une volonté de leur part de nous faire grandir parce que finalement, on est bon. Et en fait, quand on se concentre juste sur l'être humain, on arrive à faire de belles choses. Ça paraît simple, mais il faut le faire et nous, on le fait. Comment vous avez défini les priorités des formations pour vos salariés, justement ? J'ai pris le camion au début. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Franchement, c'était pas évident. J'imagine, oui. J'ai pris le camion. Moi, je pense qu'il faudrait mieux pas me confier un camion. Mais... J'étais pas sereine au début. Mais du coup, en fait, je me suis challengée moi-même, en fait, aux problématiques. C'est déjà... Quand on nous confie un camion ou même un vélo cargo, parce qu'on a l'impression que c'est facile à conduire, mais pas tant que ça, ouais. Je me suis rendu compte déjà de la responsabilité que j'avais face aux autres, en fait. C'est dangereux. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je maîtrise mon véhicule. C'est des connaissances. Il fallait que j'apprenne à vivre chaque instant. Parce que
On parle des livreurs qui ne sont pas toujours agréables, mais ils sont confrontés aussi des fois à des moments qui ne sont pas très agréables. Et je pense que dans tous les métiers de service, c'est le cas. Ouais. Apprendre à gérer ces moments-là en disant, voilà, c'est pas personnel, on peut avoir quelqu'un de contrarié, on ne maîtrise pas les raisons pour lesquelles. Donc, on travaille vraiment sur ces moments de partage. Donc, on accompagne à comprendre la technologie. On ne se rend pas compte, ils ont plein d'applications, il y a plein d'éléments, il y a plein d'informations, il y a plein d'indicateurs. Ça peut paraître intuitif pour nous, au niveau du management, de dire que c'est simple. Mais en fait, si on n'accompagne pas quelqu'un à comprendre pourquoi ce chiffre, qu'est-ce qu'il veut dire, comment tu l'optimises, voilà ce qu'on met en place. Et puis, il y a des managements qui suivent vraiment la qualité de travail. Ça, plus féminiser le métier du transport. Donc, les femmes, elles ont une sensibilité à l'expérience client. Et en fait, elles challengent les autres de l'équipe. Et il y a une espèce de synergie, de mixité. Et à la fin, il y a un résultat qui est plutôt sympa. En tout cas, moi, je suis fière de mes équipes. Vous avez réussi, je crois, à instaurer la parité chez vous. Moi, je suis assez bluffée par ce résultat parce qu'effectivement, les métiers de la logistique ne sont pas ceux qui attirent le plus les femmes aujourd'hui. Comment vous allez les convaincre, ces femmes? C'est quoi votre recette magique? Déjà, quand on arrive dans un nouveau territoire, le plus important, c'est d'aller s'adresser à la population. Et ça, nous, on ne connaît personne quand on arrive quelque part. Dans une nouvelle ville, on ne connaît personne. Donc déjà, on travaille avec le Pôle emploi, les missions locales, les associations. C'est eux qui sont proches, en fait, des habitants. Donc, en fait, on leur dit, voilà ce qu'on fait. Voilà notre démarche. Et en fait, ils sont super contents parce qu'ils savent qu'il y a des femmes qui sont en recherche d'emploi, qui n'arrivent pas à se trouver. Du coup, ils créent le lien. Et à partir de ce moment-là, on sensibilise, on leur explique. On fait un truc super sympa avec Pôle emploi, c'est qu'elles viennent travailler chez nous. Elles sont encore attachées au Pôle emploi. Donc, elles ont une semaine pour décider si elles sont partantes ou pas partantes. Donc, elles ne perdent pas leurs droits. Donc, vraiment dans une phase de sécurité, elles prennent les vraies décisions. Et voilà, et on y va ville après ville. Et puis... il n'y a pas de frontières dans la mobilité. C'est l'avantage. Vous avez mentionné un troisième levier qui était celui de la transition écologique. Comment est-ce que vous adressez ce chantier? Alors, très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas dépendre que de nous. Parce qu'en fait, quand j'arrive dans une ville et qu'il n'y a pas de borne de rechargement, ça règle le problème. Ouais. C'est vrai, sincèrement. Quand finalement, il y a un entrepôt et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de population, donc mes véhicules doivent faire 300 km, ça ne dépend pas que de moi. Donc là, on travaille beaucoup avec les collectivités. Les collectivités, leur enjeu, c'est de se dire, nous aussi, on a envie qu'il y ait moins de véhicules polluants. Souvent, la solution, c'est le vélo cargo. Donc, on essaye de faire en sorte que les thermiques roulent le moins possible, de passer ensuite en vélo cargo. Quand on est dans une ville comme Paris, forcément, l'électrique, c'est plutôt simple. Donc là, il n'y a pas de défi. Le défi, il est plus d'aller trouver les véhicules parce qu'avec le Covid, il y a un vrai problème de pénurie. On ne se rend pas vraiment compte, mais ça drive aussi notre quotidien. Mais c'est un travail en bonne intelligence. Moi, je refuse d'être une société qui dit vous êtes en banlieue, je ne peux pas faire rouler d'électrique, je viens pas. Pour moi, c'est de la discrimination et ça, c'est pas possible. Par contre, je dis ok, dans quelle zone vous faites? Comment on peut travailler la zone de livraison intelligemment pour avoir le résultat le plus décarboné possible? Vous regardez des solutions à l'hydrogène aussi? Oui. Pour le coup, on s'adapte à tout, mais la réflexion, elle est globale. Ce qu'on pourra faire à Cergy, par exemple, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi, donc j'ai un ancrage dans le 95 qui est émotionnel et qui est maintenant professionnel, on ne va pas avoir les mêmes enjeux que sur Bordeaux et en Gironde où on livre, où je n'ai pas les mêmes dispositions. Donc, que ce soit hydrogène, que ce soit le gaz naturel aussi, gaz naturel bio maintenant, on essaye vraiment de penser la chose de la manière la plus intelligente possible. Et c'est pas quelque chose que je fais seule, parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper motivé, j'ai plein d'idées, j'ai une belle vision, mais par contre, c'est grâce à mes équipes, au recrutement qu'on fait aujourd'hui, les gens qui viennent nous rejoindre et qui vont apporter des solutions, qui vont penser à une façon de penser des choses. C'est une transition. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut être acteur de ce changement. Vous êtes combien, là? Vous parlez de recrutement et de vos équipes. Vous êtes combien chez Midi-Pied? Aujourd'hui, on est 140. 140 en 2 ans? Oui, c'est ça. C'est une belle croissance, mais il y a encore plein de choses à faire. Donc, c'est que le début de l'histoire, je nous l'espère. Et du coup, vous en êtes tout de votre déploiement? Vous avez parlé de Cergy, vous avez parlé de Bordeaux. Oui, on est en Ile-de-France, on est sur Bordeaux, on est aussi en pleine levée de fonds. Forcément, ça va nous permettre d'accélérer. Aujourd'hui, j'arrive à un moment que je trouve frustrant, mais on me dit, mais Yasmine, c'est génial, où j'arrive pas à aller aussi vite que les demandes, parce que il y a plein de projets qui nécessitent des fonds, encore plus dans la logistique. Mais je suis ravie de voir que l'argent, on dit souvent qu'en ce moment, c'est assez compliqué de trouver les fonds, mais je me rends compte que quand le projet en vaut la peine, il y a des fonds, ça se trouve, et l'histoire va être belle, et avec un accompagnement financier, on va aller encore plus vite. C'est compliqué aussi de gérer l'hypercroissance. Vous êtes obligé de mettre des projets de côté, du coup? Alors, j'ai recruté dernièrement une incroyable directrice des opérations,
j'ai bien dit. Et en fait, ce qui l'a le plus emballé, c'est quand on lui a dit, à un moment, on a ralenti pour bien tout cadrer, pour croître sereinement. Et ça a été la phrase qui l'a le plus emballé. Parce qu'elle a dit, c'est vrai que ces sociétés-là, qui sont juste dans l'appât du chiffre d'affaires, dans cette volonté juste de croire, mais qui ne se rendent pas compte que derrière, il y a des humains qui peuvent suffoquer parce qu'on va trop vite. Et en fait, c'est quand elle m'a dit ça que je me suis rendu compte que c'était sage, parce que souvent, quand on est entrepreneur, on n'est pas toujours très sage, parce qu'on court tout le temps, on ne prend pas le temps. Et c'est vrai que je suis contente de cette décision qu'on a prise. Ça n'empêche pas qu'on croit, mais en tout cas, on est en train de croître sereinement. Vous avez signé des gros clients, parmi lesquels le géant de la logistique Amazon. Comment, le premier. comment vous avez fait? Je ne sais pas. Pour le coup, je suis quelqu'un de très loyal. Et ça a été notre premier gros client. Et franchement, je me souviens encore de ce coup de téléphone qui nous dit « c'est bon, c'est OK, on va y aller ». Et là, je me dis « mais incroyable ». Mais parce que les valeurs qu'on défend, je ne vois pas qui ça ne peut pas intéresser. Quand on met l'humain au premier plan, quand on a un engagement qui est sociétal fort, environnemental aussi, mais c'est vrai qu'environnemental, c'est dans la bouche de tout le monde. Et des fois, je suis un peu frustrée parce que tout le monde oublie que, en fait, il y a des êtres humains derrière qui travaillent. Et OK, oui, arrêter de polluer, c'est bien, mais faire en sorte que les gens se sentent bien, je trouve que c'est tout aussi important. Et en fait, ils ont eu envie d'avancer avec une société qui avait ces valeurs-là. Et honnêtement, Amazon, aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec eux. Et ils sont super contents du travail qu'on fait. Et Paris gagné. Quel est le plus gros défi que vous ayez eu à relever depuis que vous avez créé Midi Pile? Parce qu'on a l'impression, à vous entendre, que tout est facile. J'imagine que c'est un peu moins vrai en réalité. Recruter des femmes, sensibiliser les femmes. Vraiment, j'ai une équipe RH conséquente, plus que dans la moyenne du secteur, pour ce défi-là. Parce que il faut prendre le temps de créer du lien, de les rencontrer, de leur parler. Dans une entreprise, le temps, c'est de l'argent, mais ça vaut le coup. Franchement, je suis contente qu'on ait mis ça en place, mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Au début de la croissance, c'est facile. Potentiellement, à un moment donné, sensibiliser les femmes, les premières à les convaincre, c'est plus simple que toutes celles qui vont suivre. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut arrêter. En général, c'est parce que c'est difficile que ça vaut le coup. C'est ma conviction. Donc difficile me fait pas peur. On y va. Justement, vous êtes passé par les déterminés. Je crois que ça vous résume assez bien. Ça vous caractérise en tout cas assez bien, ce mot déterminé. Bismart est d'ailleurs partenaire des déterminés. Et donc j'ai vu un documentaire dans lequel je me suis rendu compte que vous étiez allé à New York dans une Learning Expedition. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, Yasmine? Alors, expérience incroyable avec les déterminés en partenariat avec la French Tech New York. En fait, les Américains ne fonctionnent pas comme les Français. Il y a du bon à prendre et puis il y a des choses que j'aime en France aussi. Ils n'ont pas de limites. Ils ne se mettent pas de barrières. Ils foncent tête baissée. C'est plutôt... Je suis comme ça, mais les Américains ont une vision globale. Ils voient le business comme un espèce de grand échiquier et c'est pour ça qu'ils sont très forts. Mais à côté de ça, je trouve qu'on a une richesse en France. Dans les entrepreneurs, c'est très... Là-bas, j'ai entendu le mot partout, tech. C'est hyper important. Un jour, j'ai dit, mais en fait, la vie, elle n'est pas faite juste que de téléphone. Derrière le téléphone, et même ce que vous achetez derrière, il y a une table, il y a un immeuble, on va au restaurant, on mange, on fait plein de choses, en fait. Et à un moment donné, la France donne aussi la parole à tous ces entrepreneurs. Donc, je trouve qu'on a une richesse dans la diversité de nos entrepreneurs qui est incroyable. Mais là-bas, ils ont une capacité, ils ont une vision, une capacité d'avancer, de foncer. Je suis rentrée encore plus déterminée. Je pense que le mot déterminé est très bien choisi. Donc ça a été un voyage magnifique. J'ai été à la Maison Blanche. On a été accueillis de manière royale. Ils ont une dimension internationale qui est très forte aussi. Ils ne pensent pas juste frontières, États-Unis. Souvent, moi, je dis que la mobilité n'a pas de frontières, mais je le pense sincèrement. Et là-bas, je me suis nourrie de leur force et de leur envie de voir les choses en grand. Ça veut dire que vous avez des ambitions aux États-Unis ? J'ai des ambitions partout, pas que aux États-Unis. C'est vrai que je suis revenue là-bas en me disant Yasmine, alors, je dis alors, il y a l'Afrique, il y a l'Europe de l'Est. Et vraiment, je ne veux pas me cantonner qu'aux États-Unis. Je me dis qu'il y a déjà plein de choses à apporter dans l'écosystème qui nous entoure, même en Afrique. C'est un continent en plein développement. Il y a plein de choses à mettre en place. L'Europe de l'Est, avec tous les pays qui sont mitoyens aussi. Donc, la seule chose que je sais, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Du coup, vous allez y aller étape par étape, c'est ça l'idée ? C'est ça, étape par étape, mais c'est pas parce que c'est étape par étape que c'est forcément doucement.
mais c'est correctement. Vous avez mentionné une levée de fonds. Vous espérez la finaliser à quel horizon ? Cette année. Cette année. Et ce sera pour financer quoi ? Alors, nous, on a déjà la BNP qui nous accompagne et c'est un de nos piliers de notre croissance. Mais maintenant, c'est vrai que pour avoir un ancrage territorial rapide dans la logistique, c'est de l'immobilier. Donc, c'est financer des entrepôts. C'est financer aussi, même si on est déjà très bien accompagné par la BNP, c'est la flotte électrique. Ça veut dire que souvent, dans le transport, on a recours à ce qu'on appelle la location, le leasing, etc. Mais les véhicules électriques, ça reste quand même quelque chose qui est nouveau. En location, on prend souvent ce qui est plus vieux. Du coup, ça veut dire que c'est un investissement quand même qui est lourd. Et puis aussi, investir, recruter des gens. Ça coûte cher de recruter des gens. Oui, ça, je ne vous fais pas dire, surtout en ce moment. Donc, et puis, je pense qu'une croissance ne peut être faite qu'avec des compétences. Donc, et les compétences et l'être humain. Donc les fonds serviront à ça. Sur ce sujet des compétences, c'est aussi un investissement, j'imagine. Est-ce que ces formations ont un coût et des répercussions sur vos prix ? Comment est-ce que vous gérez ça ? Alors, même si on est très bien accompagné par Pôle emploi, oui, ça a un coût. Mais en fait, il y a un énorme turnover dans le métier. On estime que dans les 45 premiers jours, il y a 30% de turnover. Dans les 45 premiers jours, 30% ? Voilà. Ah oui. Et en fait, c'est des chiffres que vous ne retrouvez pas partout, mais c'est des chiffres qu'il va y avoir en interne dans certaines entreprises. Et en fait, si à un moment donné, la richesse d'une entreprise, c'est les compétences et le savoir de ses salariés. Si les compétences et le savoir s'en va, ça fragilise une entreprise. Moi, tout le monde dit que tout le monde est remplaçable. Moi, je suis pas d'accord avec ça, même si parce que ça prend du temps de faire monter les gens en compétences. Donc oui, ça nous coûte plus d'argent de les former au début, parce que c'est de la co-conduite, donc ils sont recrutés, ils mettent plusieurs semaines à prendre la route. Mais par contre, à un moment donné, ils restent. Donc moins de turnover, donc des clients satisfaits, donc une croissance, donc du volume. Donc oui, ça a un coût, mais à un moment donné, c'est vraiment pour la pérennité de l'entreprise et la croissance. Donc aujourd'hui, on s'y retrouve largement. Vous avez mesuré, j'imagine, ce taux de turnover chez vous, il est inférieur de combien ? Il est inférieur à 10%. Ah oui. Oui, donc on passe de 30 à moins de 10 et on se rend compte que chez les femmes, il est inférieur à 5%. Inférieur à 5%. Oui, parce qu'en fait, elles ont tellement de mal, pour certaines d'entre elles, en tout cas qui nous rejoignent, à avoir trouvé leur voie, qu'elles sont tellement satisfaites. En fait, la mobilité, il y a un vrai sentiment de liberté. Et elles sont autonomes. Quand elles prennent le volant le matin, quand elles prennent le vélo le matin, en fait, à un moment donné, elles sont responsables de leur journée. Elles se challengent tous les jours. Et je pense qu'il y a un vrai sentiment de fierté. Moi, je trouve que c'est un métier qui est tellement intense, tellement difficile. C'est magnifique ce qu'ils font au quotidien. On ne se rend pas compte le volume qu'on leur demande de faire aussi rapidement. Vous n'êtes pas à la maison, on va livrer chez le voisin. Finalement, on va au point relais. Finalement, vous êtes en retard. Il y a des gens contents, des gens pas contents. Et toute la journée, c'est comme ça. Mais franchement, c'est des héros du quotidien. Moi, je suis admirative de mes équipes, vraiment. Où est-ce que vous voyez votre entreprise dans 5 ans ? Je la vois partout. Je la vois partout. Je veux que ça devienne Aujourd'hui, des sociétés dans le transport, on en connaît tous. Je ne vais pas les citer, mais il y a des noms, ça résonne chez tout le monde. J'ai envie que dans 5 ans, Midi Pile, ou quel que soit le nom de notre entreprise, elle résonne chez tout le monde. Comment ça, quel que soit le nom de votre entreprise, vous n'allez pas changer ? Vous allez vous faire racheter ? Non, pas racheter. Vous êtes en train de me dire. Mais comme on s'internationalise, on est en train de penser à un nom qui sera compris de tous. Ah oui, vous pensez que vous avez vu trop franco-français au début ? Aux États-Unis, Made voilà. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Et on a envie d'un nom qui résonne chez tout le monde. Merci beaucoup Yasmine Yamaren. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Midi Pile. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, n'hésitez pas à revoir cette émission en replay sur le site de Bismart, bismart.fr, où vous pouvez également l'écouter en podcast sur toutes vos plateformes. Et puis lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Passez un très bon week-end sur Bismart.